où l'on raconte une histoire. Oui, il y a une sorcière dans les bois, depuis toujours. Veux-tu bien cesser de t'agiter une minute? Par mes étoiles, je n'ai jamais vu enfant aussi remuante. Non, mon trésor, je ne l'ai jamais vu. Personne ne l'a vu, du moins depuis une éternité. Nous avons pris des mesures pour l'éviter à tout prix. Des mesures terribles. Ne m'oblige pas à entrer dans les détails. Tu le sais déjà, de toute manière. Oh, je l'ignore, mon trésor. Personne ne sait pourquoi elle veut des enfants, ni pourquoi elle insiste toujours pour que ce soit le plus jeune d'entre nous. Et impossible de lui demander. Personne ne l'a jamais vu, parce qu'on y a veillé. Bien sûr qu'elle existe. Quelle question? Regarde les bois. Ils sont si dangereux, avec cette fumée empoisonnée et ces avants, et ces geysers bouillonnants et ces terribles dangers, où qu'on mette les pieds. Penses-tu que ce soit par accident? Foutaise. C'est un coup de la sorcière. Et si on ne fait pas ce qu'elle ordonne, qu'adviendra-t-il de nous? Tu veux vraiment que je te l'explique? J'aimerais mieux l'éviter. Oh, chut, ne pleure pas. Ce n'est pas comme si le conseil des anciens venait d'attraper, tout de même. Tu as largement passé l'âge. De notre famille? Oui, ma chérie. Il y a bien longtemps, avant ta naissance. Quel beau garçon c'était. À présent, termine ton repas et va t'acquitter de tes corvées. Nous devons tous nous lever tôt demain. Le jour du sacrifice n'attendra pas les retardataires. Et nous devons être présents afin d'honorer l'enfant qui nous sauvera pour une année de plus. Ton frère? Comment aurais-je pu me battre pour lui? Si je l'avais fait, la sorcière nous aurait tous tués. Et alors, où serions-nous? Il fallait en sacrifier un, ou nous sacrifier tous. C'est ainsi que va le monde. Nous n'aurions pu y changer, même en essayant. Assez de questions. Maintenant, va-t'en, petite sotte. Où une malheureuse devient folle. Ce matin-là, Guerlain le grand ancien prit son temps. Après tout, le jour du sacrifice n'avait lieu qu'une fois par an, et il aimait paraître à son meilleur, aussi bien durant la procession grave qui les menait jusqu'à la maison maudite, que lors de leur morne retraite. Ils encourageaient les autres anciens à faire de même. Il importait d'offrir à la populace son comptant de spectacle. Par petits tapotements précautionneux, il orna de rouge ses joues flasques et souligna ses yeux d'un épais trait de colle. Il inspecta ses dents dans le miroir afin de vérifier qu'il ne lui restait aucune saleté coincée entre des incisives. Il adorait ce miroir. C'était le seul de tout le protectorat. Rien ne procurait plus de plaisir à Guerlain que de posséder une chose unique en son genre. Il aimait être hors du commun. Le grand ancien collectionnait les objets uniques dans le protectorat. C'était l'un des avantages du métier. Le protectorat, que certains appelaient le royaume de Cardaï et d'autres la cité du chagrin, était pris en étau entre une forêt traîtresse et un gigantesque marais. La plupart des habitants du protectorat vivaient du marécage. Il y avait un avenir dans le marécage, disaient les mères à leurs enfants. Pas un avenir très prometteur, comprenez-moi bien, mais c'était toujours mieux que rien. Le marécage regorgeait de pousses de zirin au printemps, de fleurs de zirin l'été et de bulbes de zirin à l'automne. En plus d'un large éventail de plantes médicinales ou magiques que l'on pouvait cueillir, préparer et traiter en vue de les vendre aux négociants venus de l'autre côté de la forêt.
qui à leur tour acheminaient les fruits du marécage jusqu'aux lointaines cités franches. La forêt elle-même était terriblement dangereuse et praticable seulement par la route. Or, c'étaient les anciens qui possédaient la route. Ce qui revenait à dire que Guerlain le grand ancien possédait la route et que les autres anciens avaient leur part. Les anciens possédaient aussi le marécage, et les vergers, et les maisons, et les places marchandes, jusqu'au jardin potager. C'est pour cette raison que les familles du protectorat confectionnaient leurs chaussures avec des roseaux. Pour cette raison également que pendant les années de vaches maigres, ils nourrissaient leurs enfants du riche bouillon épais du marécage, dans l'espoir que le marécage leur conférerait sa force. Pour cette raison enfin que les grands anciens et leurs familles prospéraient, le corps replé et les joues bien roses, élevés au bœuf, au beurre et à la bière. On frappa à la porte. « Entrez !» marmonna Guerlain le grand ancien, tout en ajustant le drapé de sa toche. C'était Antin, son neveu, un novice en voie de devenir un jour un ancien, et ce, uniquement parce que Guerlain, dans un moment de faiblesse, l'avait promis à la mère ridicule de se baigner. Quelle méchante pensée, après tout. Antin était un garçon plutôt agréable, de pratiquement 13 ans. C'était un tempérament travailleur et il apprenait vite. Il était doué pour les chiffres et habile de ses mains. Il pouvait bâtir en un clin d'œil un banc confortable pour soulager un grand ancien fatigué. Malgré lui, Guerlain avait senti grandir en lui une inexplicable tendresse à l'égard de ce garçon. Néanmoins, Antin avait la tête farcie de grandes idées, de grands principes et de questions. Guerlain fronça les sourcils. Antin était, comment dire, trop pressant. Il avait beau être de la famille, s'il devait persévérer dans cette voie, il faudrait bien y remédier. Cette perspective pesait comme une pierre sur le cœur de Guerlain. « Oncle Guerlain !» dans son enthousiasme insupportable. L'adolescent faillit le renverser. « Calme-toi, mon garçon !» aboya le grand ancien. « C'est un jour solennel. » Antin obéit instantanément et inclina vers le sol son visage de jeune chien impatient. Guerlain résista à la pulsion de lui caresser gentiment la tête. « On m'envoie vous dire, poursuivit Antin à voix presque basse, que les autres anciens sont prêts et que tout le peuple attend le long du trajet de la procession. Il ne manque personne. Vraiment ? Aucun tir au flanc ? Après l'année dernière, je doute qu'il y en ait à nouveau un jour, commenta Antin avec un haussement d'épaules. Quel dommage ! Guerlain se tourna de nouveau vers son miroir pour retoucher le rouge à ses joues. Las de sollicitude. Cela est rare, bien sûr, mais ce n'est pas un cas unique. Nous devons faire preuve de compassion. Elle a besoin de soins et non de reproches. Menteur ! Cracha la femme. L'enfant se mit à pleurer et sa mère monta plus haut encore dans le toit, plaçant un pied après l'autre sur des poutres parallèles en s'appuyant du dos contre la courbe de la charpente pour rester hors d'atteinte, tout en mettant son bébé au sein. La petite se calma instantanément. « Si vous la prenez, gronda la mère, je la retrouverai. Je la retrouverai et je la ramènerai, vous verrez. » En affrontant la sorcière, s'esclaffa Guerlain, toute seule, oh, pauvre âme pitoyable. Ses paroles étaient de miel, mais son visage luisait tel un tison ardent. Le chagrin vous a fait perdre le sens commun. Le choc a eu raison de votre malheureux esprit. Peu importe. Nous vous soignerons, ma chère, de notre mieux. Garde !» Il claqua des doigts et des gardes en armes se déversèrent dans la pièce. Il s'agissait d'un escadron spécial, fourni comme toujours par les sœurs de l'Étoile. Les guerrières portaient des arcs et des flèches en travers du dos et des épées courtes et acérées au ceinturon. Leurs longs cheveux tressés s'enroulaient autour de leur taille.
où il s'était retenu bien serré par une sangle, gage de ses années d'initiation passées au sommet de la tour, mêlant contemplation et entraînement au combat. Elles arboraient un air implacable et les anciens, en dépit de leur pouvoir et de leur stature, reculèrent furtivement. Les sœurs étaient une force effrayante, avec laquelle on ne plaisantait pas. Retirez l'enfant des griffes de cette démente et escortez cette pauvre égarée jusqu'à la tour, ordonna Gerland. Il lança un regard noir à la femme perchée dans les poutres, qui avait brusquement pâli. Les sœurs de l'étoile savent quoi faire des âmes brisées, ma chère. Je suis certain que vous ne sentirez pratiquement rien. La garde se montra efficace, calme et parfaitement impitoyable. La mère n'avait aucune chance. En quelques instants, elle se retrouva ligotée, entravée et emmenée de force. Ses vagissements résonnèrent aux quatre coins de la ville, muette, pour ne s'interrompre brutalement que lorsque les lourdes portes en bois de la tour claquèrent, l'enfermant à l'intérieur. Une fois livré au bras du grand ancien, le bébé gémit brièvement avant de se concentrer sur le visage coulant qu'il avait sous les yeux, tout empli en creux et en chair flasque. La petite avait une expression grave, sceptique et intense, si bien que Gerland eut du mal à détourner le regard. Elle avait la chevelure noire et bouclée et les yeux plus sombres encore, la peau lumineuse telle de l'ambre poli. Au milieu du front, elle portait une marque de naissance en forme de croissant de lune, identique à celle de sa mère. La tradition populaire voulait que ces gens-là soient hors du commun. Gerland détestait le folklore en général, particulièrement lorsque les citoyens du protectorat se mettaient en tête des idées de grandeur. Il fronça encore plus les sourcils et se pencha tout près de la petite. Cette dernière lui tira la langue. « Quel enfant atroce !» songea-t-il. « Messieurs, déclara-t-il avec autant de solennité qu'il le put, il est temps. » C'est le moment que choisit le bébé pour imprimer une large tache, humide et tiède, sur le plastron de la toge de Gerland. Fulminant intérieurement, il fit semblant de ne rien remarquer. Elle l'avait fait exprès, il l'aurait juré. Quel bébé ignoble. Comme toujours, la procession fut lente et grave, et traîna insupportablement en longueur. Gerland crut devenir fou d'impatience. Cependant, une fois les grilles du protectorat refermées derrière eux, et les citoyens retournés auprès de leur triste niche d'enfants dans leur masure grossière, les anciens purent presser le pas. « Mais pourquoi courons-nous, mon oncle ?» demanda Antin. « Silence, mon garçon, » siffla Gerland. « Contente-toi de nous suivre. Nul n'aimait traîner dans la forêt, à l'écart de la route. Pas même les anciens, pas même Gerland. La zone située à proximité des remparts du protectorat demeurait assez sûre, du moins en théorie. Mais tous connaissaient quelqu'un qui s'était aventuré trop loin et avait chu dans un avant, ou marché dans une tourbière qui l'avait ébouillanté, ou encore s'était risqué dans une cuvette où l'air était vicié, pour n'en jamais revenir. La forêt était un lieu périlleux. Ils suivirent un sentier sinueux menant à une petite cavité cernée par 5 arbres millénaires, connus sous le nom de servantes de la sorcière, ou 6. N'était-ce pas 5 autrefois ? S'interrogea Gerland en les fixant d'un regard noir. Il les recompta, puis secoua la tête. Il y en avait 6, peu importait. C'était la forêt qui lui troublait les nerfs. Après tout, ces arbres dataient de la nuit des temps. Au centre de l'anneau, la terre était tendre et moussue, et les anciens y déposèrent l'enfant, en veillant bien à ne pas poser le regard sur elle. Il lui avait tourné le dos et décampait déjà lorsque le plus jeune du groupe se racla la gorge. « Et donc, on la laisse ici ?» demanda Antin. « C'est ainsi qu'on fait ?»« Oui, mon neveu, » confirma Gerland. « C'est l'usage. » Il se sentit brusquement harassé de fatigue, tel un bœuf sous le joug. Il courba même l'échine sous le poids. Antin se pinça le cou, habitude qui trahissait sa nervosité,
et dont il ne parvenait pas à se défaire. Ne devrait-on pas attendre l'arrivée de la sorcière? Les autres anciens accueillirent cette suggestion par un silence gêné. « Pardon, fit Raspail, le plus décati d'entre eux. « Eh bien, assurément, reprit Antin, hésitant. « Assurément, il nous faut attendre la sorcière, répéta-t-il à voix basse. Qu'adviendrait-il de nous si des animaux sauvages trouvaient le bébé avant elle et l'emmenaient? Les autres dévisagèrent Guerland en pinçant les lèvres. Fort heureusement, mon neveu s'empressa de répondre le grand ancien, en entraînant le garçon sur le chemin. Cela n'a jamais posé de problème. Mais, objecta Antin en se passant à nouveau le cou, assez fort pour y laisser une marque. Mais rien, conclut Guerland. Il posa la paume à plat dans le dos de son neveu et le poussa fermement pour reprendre en grande hâte le sentier battu. Et, un par un, les anciens les suivirent, abandonnant le bébé. Ils partaient en sachant tous, à l'exception d'Antin, que la question n'était pas que l'enfant se fasse ou non dévorer par les bêtes sauvages, car cela ne faisait pratiquement aucun doute. Non, le pire était qu'il la laissait ainsi, tout en sachant qu'il n'y avait probablement pas de sorcière. Il n'y avait que la forêt et ses dangers, la route unique et ce pouvoir infime que les anciens savouraient depuis des générations. La sorcière, ou plutôt la croyance en la sorcière, avait fait des citoyens du protectorat un peuple effrayé, un peuple soumis et obéissant, qui vivait sa vie dans un brouillard de tristesse. Les nuages de son chagrin lui abrutissaient les sens et lui ramollissaient l'esprit. Ce qui était fort pratique pour faire respecter sans encombre la règle des anciens. C'était certes déplaisant, mais inévitable. Les gémissements de l'enfant leur parvinrent à travers les arbres, bientôt remplacés par les soupirs humides du marécage, les gazouillis des oiseaux et les craquements des branches aux quatre coins de la forêt. Et chaque ancien partait avec la certitude que l'enfant ne survivrait pas jusqu'au matin, qu'il n'entendrait plus jamais parler d'elle, ni ne la reverrait, qu'il n'y penserait même plus jamais. Il la croyait disparue pour toujours. Il se trompait, bien entendu. Ma lecture s'achève ici. J'espère que cette histoire fantastique vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre lecture.